Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, place à une star de la science, le télescope Hubble. Envoyé en orbite il y a 30 ans, il nous fait voyager dans l'espace avec les plus belles photos de l'univers. Mais il nous en dit plus aussi sur nos origines. Place maintenant au voyage intergalactique dans C'est-à-dire avec notre invité. C'est parti. Bonsoir, Laurent Lichtenstein. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, vous avez réalisé ce documentaire passionnant qu'on va voir ce soir, qui sera diffusé sur France 5, l'Odyssée de Hubble, un œil dans les étoiles. Alors je disais, la star de ce soir, c'est pas qu'une métaphore quand on voit votre film, parce que c'est finalement traité un peu comme un biopic, avec un héros, le héros Hubble, qui est comme un personnage, un vrai personnage. Exactement, c'était un petit peu ça le défi en fait de ce film, parce qu'il y a beaucoup de films qui ont déjà été faits sur Hubble, et à chaque fois, c'est des films qui sont en fait très axés sur la technologie ou sur la science, et c'est des histoires parfois un petit peu froides, et puis pleines de testostérone, avec l'étoffe des héros. Voilà. Et en fait, avec la productrice, elle nous dit, on a voulu partir sur quelque chose de complètement différent. On s'est aperçu qu'il y avait les ingrédients d'une grande histoire, un petit peu comme dans la mythologie grecque. Vous savez, dans la mythologie grecque, par exemple, il y a Achille. Achille, il a un défaut, il a un problème, il a une faiblesse. C'est sa cheville. Si jamais il prend une lance dans la cheville, il est par terre. Et c'est ça qui attire notre sympathie. C'est quand un héros a un défaut. A des failles. Voilà, a des failles. Et Hubble, il avait justement une faille énorme. Pas qu'une, on va y revenir, cette faille effectivement est énorme. On va peut-être le regarder quand même, cet énorme télescope qui est grand comme un bus, je crois. C'est un autobus, c'est ça. 13 mètres, 12 tonnes. Voilà, 13 mètres, 12 tonnes. Vous dites que c'est l'œil dans le ciel, ce qui permet quand même de découvrir, grâce à lui, des morceaux d'espace qu'on avait jamais vu. Et même de se rendre compte finalement qu'on en sait moins que ce qu'on ne pensait. C'est souvent ça les sciences en fait. Oui. Il y a une espèce de divorce souvent entre le grand public et les scientifiques parce que le grand public s'attend à ce que les sciences amènent des réponses et souvent les sciences et Hubble en particulier amènent plus de questions que de réponses. Et Hubble, il a soulevé des lièvres, il a été un espèce de troublion en fait en matière de science. Avec plein de questions que ça a posées, les trous noirs, le deep field, ça fait partie des images qui sont les plus importantes, dites-vous, pour la recherche et pour la science. On va peut-être la voir là. Deep field, en bon français, ça veut dire le champ profond. Exactement. Pourquoi c'est si important cette image-là qui a été prise donc par Hubble? Alors c'est une image absolument fabuleuse, c'est une des premières images de Hubble. Et en fait c'était un pari, c'était un étudiant en fait, et qui a eu une idée. Il a dit à son patron, parce que son patron, en fait le patron de Hubble, de la mission Hubble, il avait un crédit d'heures à consacrer à un projet un peu fou. Donc le patron, il commence à réunir des scientifiques très connus et il lui propose que des trucs qui sont pas intéressants. À un moment, le patron, il sort du bureau et puis il va à la machine à café, il est un petit peu énervé et l'étudiant lui dit: qu'est-ce que vous avez, boss? Et le patron dit, voilà, il me propose que des idées à la noix. Et l'étudiant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, plutôt que de regarder là où on pense qu'il y a quelque chose, on ferait mieux de regarder là où on croit qu'il n'y a rien. Et donc ils ont choisi le morceau le plus sombre du ciel, où on pensait qu'il n'y avait absolument rien. Ils ont mis Hubble pendant une semaine en pause longue pour capter un par un des grains de lumière, des photons qui venaient de l'autre côté de l'espace. Et l'espace s'est allumé peu à peu comme un arbre de Noël. Et on s'est aperçu qu'il y avait plein de choses. Et sur cette image, en fait, je ne les ai pas comptés, mais c'est ce qu'on m'a dit, il y a 3000 points. Et sur ces 3000 points, il n'y en a que 3 qui sont des étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autres, ce sont des galaxies. Là, votre regard plonge jusqu'à l'autre bout de l'univers et vous découvrez des galaxies qui elles-mêmes sont composées de centaines de milliards d'étoiles. Des centaines de milliards d'étoiles. Statistiquement, autour de chaque étoile, il y a 3 planètes. Donc quand vous regardez cette image, vous voyez des milliards de mondes. C'est vertigineux. Ça donne le vertige. Voilà, c'est un vertige agréable. Parce que c'est le champ des possibles qui Exactement. s'ouvre aussi. Comment on fait d'aussi belles photos? Vous nous avez aussi cité la photo qu'on connaît tous, parce qu'elle existe même en timbre aux États-Unis. C'est une des photos les plus googlisées, qui s'appelle les piliers de la création. C'est une photo absolument inouïe. Voilà, cette photo qui est quasiment une photo de sculpture spatio-temporelle. Comment est-ce qu'on peut prendre des photos à 27 000 km/h? Et ça, c'est en fait la magie de la technologie de Hubble. Et ça, je le raconte dans le film, donc il passe ce soir à 21h. Et ils ont un petit peu emprunté cette technologie qui consiste à pointer dans un point très précis sans bouger tout en tournant autour de la Terre à 27 000 km/h, comme vous l'avez dit. Et ils l'ont emprunté un petit peu aux satellites espions. Enfin, il y a toute une histoire comme ça. Technologie, un concentré de technologie.
Il faut dire qu'au départ, c'était pas gagné. Vous avez commencé à l'ébaucher en début d'interview. Les débuts de Hubble sont assez chaotiques. Alors, on va le voir. Là, on est en 90. Le télescope vient d'être mis en orbite. C'est des décennies de travail. 200 000 personnes qui ont bossé sur le télescope. Première photo de Hubble. Tout le monde attend. Regardez le résultat. Bing. La caméra principale s'allume et nous voyons une petite lumière sur l'écran. Une grande clameur s'élève. Je regarde l'écran et je dis « J'ai l'impression que c'est flou. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, pendant 1 mois ou 2, les ingénieurs ont travaillé dur pour que tout fonctionne. Et la seule chose qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est la mise au point. C'était toujours flou. Toutes les images envoyées par Hubble sont floues. Ingénieurs et scientifiques commencent à admettre la terrible vérité. Ils ont envoyé dans l'espace un télescope myope. Non, mais un Pour la NASA, télescope myope. On ne peut pas faire pire. Comment c'est possible? Eh ben, ça a été une suite d'erreurs incroyables. Et en fait, c'est parti d'une erreur de 1 mm sur un engin de calibrage. Et après, Alors attendez, ça veut dire quoi, 1 mm sur un engin de calibrage? Eh ben, c'est en fait quand ils ont fait le miroir qui fait 2,50 m de diamètre. La loupe, quoi, l'objectif? C'est un miroir, vous voyez, si vous voulez. C'est ce qui concentre la lumière, en fait. Ce qui sert à concentrer la lumière, ça doit être précis au micron près. Donc ça doit être plus précis que la taille d'un cheveu, ça doit être poli plus précisément que ça. Et en fait, l'appareil qui servait à mesurer ça a été mal étalonné, et donc il y a eu une suite d'erreurs en cascade. Et puis en fait, il y a eu bien sûr tout un tas d'études et de rapports qui ont été faits qui ont été faits là-dessus. Et pour 2 milliards de dollars, j'imagine voilà. qu'il y a eu des études ensuite. Et en fait, les gens ont eu trop confiance. C'est un espèce de biais cognitif en fait qui a été montré, et les gens avaient trop confiance dans leur technologie, et c'était, comme on dit à l'heure actuelle, too big to fail. C'était pas possible que ça arrive. Bon, alors là, on voit d'ailleurs dans le film, c'est passionnant, la stupéfaction des 200 000 employés, le désespoir. Il y en a qui arrêtent de travailler tellement ils sont désespérés par cet échec. Ça devient l'icône de l'échec. On se dit, c'est la fin de Hubble. Bon, on raconte pas la suite, mais on sait que Hubble existe toujours. Donc Hubble, en fait, c'est pas du tout la fin. Il y a des mécanos de l'espace qui partent dans l'espace réparer cette problème de loupe, en fait, ils lui rajoutent des lunettes. Voilà, ils ont changé une des caméras qu'ils ont améliorées, et puis parce qu'il y a plusieurs caméras à l'intérieur de Hubble, et pour les autres caméras, ils ont mis en fait une espèce de loupe correctrice de la taille d'une cabine téléphonique quand même. C'est des grosses lunettes 400 kilos, voilà. qu'ils ajoutent effectivement, et on voit très bien dans le doc que ce sont vraiment des mécanos de l'espace. C'est-à-dire que c'est comme un garage, ils ont des clés. Enfin, il faut penser que ces travaux-là se font au péril de leur vie. Exactement. Mais voilà, d'une manière générale, moi je trouve qu'autour de Hubble, ce qui est beau, c'est qu'il y a des gens qui ont pris des risques, des gens qui se sont dépassés. Et comme souvent dans les aventures spatiales, moi c'est ça qui m'intéresse en tant que réalisateur, c'est le bon côté de l'être humain qui se révèle en fait. Pour beaucoup, c'est l'histoire de leur vie. Vous avez d'ailleurs un ancien directeur de la NASA qui dit c'était ma passion. Ma femme disait que c'était comme un enfant, Hubble, il a été tout pour moi. Aujourd'hui, Hubble, il a 32 ans, il est toujours dans l'espace. Est-ce qu'il va être balayé par James Webb, qui est le nouveau télescope 3 fois plus gros que Hubble, dont on parle tant? Bah, c'est pas la même chose, ils jouent pas dans la même catégorie, c'est deux choses différentes. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires parce que Hubble, lui, il voit comme nos yeux. C'est pour ça qu'en fait, on peut dire c'est notre œil dans le ciel. Alors que, en fait, le James Webb, lui, il voit dans le domaine de l'infrarouge. Parce que maintenant, l'astronomie, ça se fait dans le domaine de l'infrarouge. Donc, c'est pas vraiment comme notre œil. Et moi, je dirais, mais c'est un avis purement personnel, que le James Webb, c'est un peu comme l'iPhone 242. C'est l'iPhone du futur, mais ça n'a pas tellement de charme. On a quand même besoin des bons vieux téléphones à fil. Et qui ont du charme. Merci Laurent Lichtenstein. Tout ce charme dans l'espace, c'est ce soir sur France 5, l'Odyssée Hubble. Merci à vous. On en saura même plus sur les trous noirs aussi. Dernière trouvaille de Hubble, c'est passionnant. Tout de suite, c'est dans l'air. Une autre star de la journée, Elisabeth II, qui fête son jubilé de platine, 70 ans de règne. Très bonne émission à vous.